Quand Grope se pencha, pour permettre à Châteaubourg de monter sur son dos, Vane tendit la main pour l'aider. Il faillit, au contraire, se retrouver par terre. « Alors » attela-t-il, pantelant sous l'effort. « Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ? D'ailleurs, c'était quoi ?»« Une araignée géante » répondit Châteaubourg de sa grosse voix. « Probablement un des descendants de Aragog. Depuis une vingtaine d'années, ces saletés deviennent de plus en plus incontrôlables. Celle-ci avait trouvé un nouveau jouet. » Châteaubourg tenait à la main quelque chose que James reconnut, la petite caméra vidéo que l'intrus avait utilisée sur le terrain de Quidditch. « Quand j'ai attrapé la bestiole, cet appareil fonctionnait encore, avec l'écran allumé. Il a été cassé pendant que... je m'occupais de l'araignée. J'imagine qu'elle a dû faire un dernier bon repas. » James ne put retenir un frisson d'horreur. Quant à Grope, imperturbable, il rebroussa chemin à travers bois. « Vous croyez que ce mec a été mangé ?» Châteaubourg avait la mâchoire serrée. « C'est la vie, James. Pour te dire la vérité, les araignées ne sont pas carnivores. Elles se contentent d'aspirer le jus de leur proie. C'est une manière de mourir plutôt désagréable, mais au moins, cet intrus n'est plus un problème pour nous. » James ne répondit pas. Il avait la très nette sensation que, bien au contraire, les véritables problèmes venaient juste de commencer. Le mercredi matin, James se sentit à la fois mollasson et fébrile en pénétrant au petit déjeuner dans la grande salle. C'était une matinée maussade, avec un ciel bas et sombre qui semblait peser sur la pièce. La pluie tombait derrière les fenêtres. Ralph et Zane étaient assis à la table des Serpentards. L'Américain soufflait sur sa tasse de café, comme tous les jours, et Ralph pelait une orange avec un couteau à beurre. Il en faisait un massacre. Les deux garçons restaient silencieux. Zane n'était jamais au mieux de sa forme le matin, et il s'était couché la veille aussi tard que James. Ni Zane ni Ralph ne levèrent les yeux, et James en fut soulagé. Il était toujours en colère contre Ralph, dégoûté de son attitude. Et, plus grave encore, il était déçu et malheureux de cette trahison. Il essaya de ne pas en vouloir à Zane d'être assis à côté de Ralph, mais en réalité, il était trop fatigué, et la rancune paraissait un effort inutile. Son humeur actuelle n'avait pas besoin d'aggravation. En avançant jusqu'à la table des Griffons d'or, James jeta un coup d'œil vers l'estrade. Il ne vit ni son père, ni Titus Châteaubourg. Malgré leur coucher tardif de la veille, les deux sorciers avaient déjà déjeuné. Ils avaient dû se lever à l'aube, et à l'heure actuelle, ils travaillaient sans doute. Il ressentit une soudaine mélancolie, à l'idée que son père et Titus affrontaient tous les deux une journée active, remplie de rendez-vous intéressants et d'intrigues secrètes, tandis que lui-même était à peine debout, et que les heures à venir seraient consacrées aux cours et au travail scolaire. Il trouva un siège et fut aussitôt entouré par les bavardages habituels des autres Griffons d'or. Sans y participer, James se mit à manger d'un air morne. La nuit précédente, en rentrant de l'expédition au bord du lac, il avait dû passer 2 heures avec Titus Châteaubourg, son père, et la directrice McGonagall. En approchant du château, Titus avait envoyé un signal rouge de sa baguette pour rappeler Harry, Ted et Preshka, ainsi que Hagrid et Snob. Quand tous furent une fois de plus rassemblés devant la cabane de Hagrid, la directrice libéra les deux géants. En remerciement de leurs efforts, elle leur offrit un plein baril de bière au beurre. Ensuite, le petit groupe s'était entassé dans la cabane de Hagrid, autour de sa large table en bois rugueux, devant du thé bien fort fait par le demi-géant. Le breuvage avait un aspect louche, légèrement trouble, et un goût de médicament. Par prudence, aucun sorcier n'accepta les biscuits durs et rassis que leur proposa Hagrid. Ce fut Titus Châteaubourg qui parla le premier. Il expliqua aux autres comment il avait entendu l'araignée avant de la poursuivre, laissant les deux garçons sous la protection de Grope. En entendant ça, Harry s'agita nerveusement dans son siège sans faire de commentaire. Après tout, c'était de lui que venait la suggestion que James accompagne l'expédition. Il avait aussi accepté, un peu à contre-cœur, la présence de Zane. En voyant l'Américain rentrer dans la cabane derrière James, la directrice lui avait jeté un long regard pénétrant. Cette fois,
McGonagall se tourna vers Châteaubourg et lui demanda comment il avait réussi à se débarrasser de l'araignée. Les yeux durs de l'Aurore brillaient un peu quand il répondit. « La meilleure façon de tuer une araignée qui ne tient pas sous une botte est de lui faire sauter les pattes. Évidemment, au début, c'est difficile, mais moins elle en a, moins elle gigote. » En larmes, Hagrid se passa la main sur le visage. « Pauvre vieil Aragog! S'il avait vécu pour voir ce que ses petits étaient devenus, ça l'aurait tué. Cette araignée a agi comme le font toutes les araignées. Il est difficile de l'en blâmer. » L'araignée avait récupéré la caméra de l'intrus, dit Harry, en baissant les yeux sur l'objet, posé sur la table. La lentille était éclatée, et l'écran à l'arrière craquelait. « Maintenant, nous sommes au moins certains que cet homme s'est bien sauvé vers le lac et les bois. »« C'est une horrible façon de mourir, » remarqua McGonagall. « Personne ne mérite ça. » L'expression de Harry ne changea pas. « Nous ne sommes pas certains que cette araignée a bien tué cet homme. »« J'ai quand même un doute, » grommela Châteaubourg. « Je vois mal cette bestiole emprunter la caméra pour filmer ses gosses à la maison. Les araignées ne sont pas particulièrement accueillantes, et elles ont toujours faim. » Harry hocha la tête en réfléchissant. « Tu as probablement raison, Titus, mais il reste quand même une chance que l'intrus ait perdu ou jeté sa caméra en s'enfuyant, et que l'araignée l'ait trouvée. Je préfère maintenir une sécurité plus serrée pendant un moment, Minerva. Nous ne savons pas encore comment cet homme est entré, ni qui il était. Jusqu'à ce que nous ayons ces renseignements, il vaut mieux assumer qu'il y a un risque. »« Ce qui m'intéresse surtout, » dit la directrice en regardant la caméra posée sur la table, « est de savoir comment cet appareil a pu fonctionner aux alentours du château. Tout le monde sait que l'électronique supporte très mal un environnement magique. »« Évidemment, tout le monde le sait, madame la directrice, » grommela Châteaubourg. « Mais peu de sorciers le comprennent. Les moldus sont de plus en plus inventifs avec leurs appareils. Ce qui était vrai autrefois ne l'est plus actuellement. Et nous savons que les sortilèges de protection, érigés autour du château, ne sont plus aussi sûrs depuis la bataille. Et même pour tout dire, depuis la disparition du vieux Dumbledore, que Dieu ait son âme. » James pensa à la game deck de Ralph, mais il préféra ne pas en parler. La caméra vidéo cassée suffisait à prouver que certains appareils modernes moldus fonctionnaient bel et bien aux alentours de Poudlard. Enfin, l'attention des adultes se porta vers James et Zane. James expliqua comment Groupe s'était écarté pour chercher de la nourriture et comment lui et l'Américain avaient dû le suivre, se retrouvant ainsi au bord du lac face au curieux petit îlot dans le marécage. Zane intervint alors dans sa narration, décrivant l'île et le pont. Il passa sous silence le fait que James ait tenté d'ouvrir la porte en utilisant sa baguette. A posteriori, c'était une action téméraire et stupide, et James la regrettait. Pourtant, sur le coup, il avait agi d'instinct. Les deux garçons, parlant l'un après l'autre, décrivirent la tête du dragon enchanté qui formait le pont, puis les tentatives de les engloutir, d'abord entre les mâchoires de la bête, puis avec les tentacules qui émergeaient du sol et avaient failli les attirer dans des sables mouvants. Pour terminer, James répéta ce que l'esprit des bois lui avait dit. « Des naïades et des dryades !» s'exclama Hagrid très étonné. Les deux garçons se turent et le regardèrent avec des yeux éberlués. Hagrid continua. « Quoi ? Elles n'existent pas. Ce ne sont que des légendes et des mythes. Pas vrai ?» La dernière question du demi-géant s'adressait aux adultes présents. « Les bois au bord du lac sont une extension de la forêt interdite, » dit Harry. « S'il y a un endroit sur Terre où des êtres comme les naïades et les dryades existent encore, c'est bien là. Pourtant, même si c'est vrai, depuis des siècles et des siècles, les esprits des bois sont restés invisibles. Du coup, il est normal que nous les prenions pour un mythe. »« Qu'est-ce que tu insinues au juste, même si c'est vrai ?» demanda James un peu plus fort qu'il ne l'aurait souhaité. « Nous l'avons vu, nous lui avons parlé. »« James, ton père est un aurore, » rappela McGonagall pour l'apaiser. « Il doit considérer toutes les options. Actuellement, nous sommes tous plutôt tendus. Ce n'est pas pour douter de vous, mais nous devons simplement trouver l'explication la plus logique à ce que vous avez vu. » « Pour moi, l'explication la plus logique est de croire à ce que l'esprit nous a dit, » marmonna James entre ses dents. James avait bien fait attention
de ne pas rapporter à son père et aux autres les dernières phrases de l'esprit des bois, celles qui concernaient le sang de l'ennemi qui battait dans un autre cœur. Son silence provenait en partie des histoires que son père lui avait racontées, celles qui concernaient la façon dont, autrefois, le monde avait reçu l'annonce de la résurrection de Voldemort, juste après le tournoi des 3 sorciers. Le jeune Harry avait été traité de menteur et discrédité. De plus, si son père avait déjà du mal à croire à la réalité de la Dryade, il aurait encore plus de difficultés à accepter la suite, le retour de Voldemort à travers un héritier de son sang. Mais en réalité, la véritable raison pour laquelle James avait gardé le secret sur cet épisode était le souvenir des derniers mots que lui avait jetés l'esprit des bois. Le combat de ton père est terminé, le tien va commencer. Peu après, la conversation s'embourba, pendant que tout était vu et revu et disséqué en détail. James ne tarda pas à s'ennuyer mortellement. Il aurait voulu rentrer au château et pouvoir se coucher, mais plus que tout, il voulait être seul pour réfléchir en paix à ce que la Dryade lui avait dit. Il voulait comprendre ce qui s'était passé dans l'îlot, ce que signifiait le poème. Il mourait d'envie de l'écrire tout de suite, pour bien s'en rappeler, alors qu'il était encore frais dans sa mémoire. Quelque part, James était certain que tout ceci jouait un rôle dans l'histoire d'Austramadux, dans le complot fomenté par les Serpentards pour ramener Merlin et provoquer une guerre avec les Moldus. James n'essayait même plus de remettre en question la véracité de sa théorie. Tout était évident, et il était le seul à pouvoir modifier le destin. Enfin, les adultes arrêtèrent de parler. Ils avaient décidé que l'îlot mystérieux, aussi dangereux soit-il, n'était qu'une manifestation de plus des dangers bizarres et inexplicables qui attendaient les intrus dans la forêt interdite. D'ailleurs, c'était la raison pour laquelle elle était interdite. Leur principale préoccupation était toujours de découvrir comment l'intrus était rentré dans le château et de s'assurer que personne d'autre ne serait capable de suivre ses traces. Ce fut sur cette résolution que la réunion prit fin. La directrice McGonagall raccompagna James, Zane et Ted jusqu'au château. Avant de les quitter, elle leur donna pour instruction de ne pas divulguer ce qu'ils avaient vu et entendu ce soir. « Et c'est surtout valable pour vous, monsieur Lupin, » dit-elle d'un ton ferme. « Je n'ai vraiment pas envie de voir votre bande galoper dans les bois au milieu de la nuit pour répéter l'expérience de monsieur Potter et de monsieur Walker. » Fort heureusement, Ted eut le bon sens de ne pas discuter. Il hocha simplement la tête et répondit poliment. « Oui, madame. » James ne revit son père qu'une seule fois au cours de son séjour, le soir même après les cours, au moment où Harry, Titus et les 2 représentants du ministère s'apprêtaient à quitter le château. Neville était revenu à Poudlard dans l'après-midi, et, au moment des adieux, il accompagna James jusqu'au bureau de la directrice. Le groupe avait l'intention d'utiliser pour partir le réseau des cheminées, comme à son arrivée, et l'âtre de McGonagall était la mieux protégée du château. Si Neville trouvait toujours étrange que son ancien professeur McGonagall occupe désormais l'endroit qui portait toujours la marque de Albus Dumbledore, il n'en montra rien. Cependant, il resta un long moment près du portrait de l'ancien directeur. « Il n'est pas là une fois de plus », remarqua-t-il en se tournant vers Harry. « À mon avis, il dort dans ce tableau la plupart du temps. Mais Dumbledore a des portraits dans tout le pays. Sans même compter les anciennes cartes de Choco-Grenouille. Il continue à y apparaître de temps à autre, juste pour s'amuser. Je garde toujours la mienne dans mon portefeuille, en espérant le voir. » Tout en parlant, Harry sortit son portefeuille et présenta la carte fanée qui se trouvait à l'intérieur. Le cadre était vide. Harry la rangea et sourit à Neville. Quand Neville s'approcha du groupe réuni devant la cheminée, Harry s'accroupit devant son fils. « James, je voulais te remercier. » James cacha de son mieux la fierté qu'il sentait brûler sur son visage. « J'ai juste fait ce que tu nous as demandé. » Je ne parlais pas seulement d'être venu avec nous la nuit dernière, et de nous avoir aidés à mieux comprendre ce qui s'était passé, dit Harry, une main posée sur l'épaule de son fils. Je parlais surtout d'avoir repéré cet intrus sur le terrain et de me l'avoir signalé, et aussi d'avoir été assez attentif pour le remarquer 2 autres fois.
Tu as un œil vif et un esprit alerte, mon garçon. Bien sûr, ça ne devrait pas me surprendre. D'ailleurs, ça ne me surprend pas. Merci, papa, répondit Harry avec un grand sourire. Tu n'as pas oublié ce que je t'ai dit l'autre nuit, j'espère. Non, James n'avait pas oublié. Je ne dois pas sauver le monde à moi tout seul, répéta-t-il de mémoire. J'ai au moins Zane avec moi, pensa-t-il sans l'exprimer à voix haute. Et peut-être Ted aussi, puisque Ralph m'a laissé tomber. Harry serra son fils contre lui avec un sourire. Il avait toujours la main sur l'épaule de James quand il se releva et marcha jusqu'à la cheminée. « Dis à maman que tout va bien pour moi, et que je mange plein de légumes, » dit James à son père. « Et c'est la vérité ?» s'enquit Harry un sourcil levé. « Eh bien, oui et non, » admit James un peu mal à l'aise parce que tout le monde le regardait. « Arrange-toi pour que ce soit vrai, » dit Harry. « Ensuite seulement j'en parlerai à ta mère. » Puis, il enleva ses lunettes et les rangea dans la poche de sa cape. Quelques secondes plus tard, le bureau était vide. Du moins, il ne restait que la directrice McGonagall, Neville et James. « Professeur Londubat, » dit la directrice, « je suppose qu'il serait aussi bien que vous entendiez de ma bouche ce qui s'est passé ici au cours des dernières 24 heures. » « Au sujet de l'intrus qui s'est introduit au château ?» s'enquit Neville. La directrice parut littéralement sidérée. « Je vois. Peut-être alors n'est-il pas utile que je perde mon temps à vous expliquer. Dites-moi plutôt ce que vous avez déjà entendu, professeur. » « Rien de plus que ce que je vous ai dit, madame. Le bruit a couru parmi les élèves qu'un homme avait été vu, ou arrêté, hier, pendant le match de Quidditch. La théorie générale est qu'il s'agit d'un agent sportif, ou d'un journaliste qui cherchait à influencer le match. Bien entendu, c'est grotesque, mais j'ai pensé préférable de laisser les langues s'agiter sur une hypothèse invraisemblable plutôt que de nier quoi que ce soit. « Monsieur Potter serait sans nul doute d'accord avec vous, » dit la directrice d'un ton sec. « Cependant, puisque j'aurai besoin de vos services pour améliorer la sécurité du château, je pense préférable de vous expliquer exactement ce qui s'est passé. James, tu as encore un moment libre, j'espère. Je ne vais pas retenir le professeur bien longtemps, et il te raccompagnera ensuite. » Sans attendre de réponse, elle se tourna vers Neville et se lança dans un compte-rendu détaillé de la nuit précédente. Bien entendu, James connaissait déjà l'histoire, mais il eut la sensation qu'on attendait de lui qu'il s'écarte et reste près de la porte, le plus loin possible des deux adultes. C'était plutôt vexant. Il avait un certain sentiment de propriétaire envers l'intrus, après avoir été le premier à le remarquer, après avoir été celui qui l'avait signalé à son père durant le match de Quidditch. Mais les adultes avaient l'habitude de ne pas accorder d'importance aux enfants. Même quand ce qu'ils rapportaient était exact, les adultes se chargeaient de l'affaire et reniaient la participation des plus jeunes. Il réalisa tout à coup qu'il y avait autre chose dont il n'avait fait part à personne, du moins à aucun adulte. Il s'agissait de ses soupçons concernant le complot des Serpentards au sujet de Merlin. Et, vu l'attitude de McGonagall, il avait l'intention de garder son secret jusqu'à avoir des preuves irréfutables. Il croisa les bras et s'appuya contre le mur près de la porte. Puis, il tourna la tête et vit Neville assis devant le bureau de la directrice. Quant à McGonagall, elle arpentait la pièce tout en parlant. « Alors, Potter, quel mauvais coup manigancez-vous » James fit un bond en entendant cette voix basse et traînante. Il se tourna vivement, les yeux écarquillés, mais la voix le coupa avant même qu'il puisse parler. « Non, ne me demandez pas qui je suis, et ne me faites pas perdre mon temps avec des mensonges inutiles. Vous savez parfaitement qui je suis, et je sais parfaitement, mieux encore que votre père, que vous manigancez quelque chose. » La voix provenait du portrait du professeur Severus Rogue. Ses yeux noirs examinaient James froidement, et sa bouche était pincée dans une moue désapprobatrice. « Je... » commença James. Il s'arrêta net, avec le sentiment très fort que s'il mentait, le portrait le saurait. « Je ne veux pas en parler. » « Voilà une réponse plus honnête que celle que votre père aurait donnée au même âge, » persifla Rogue. Il parlait à voix basse et à la fois haute, pour ne pas attirer l'attention de McGonagall ou de Neville. « Quel dommage, pourtant, que je ne sois plus directeur, et vivant.
Je pense que je trouverai comment vous extirper la vérité de divers moyens. Vraiment? Chuchota James, qui se sentait un peu plus courageux, maintenant que son premier choc s'atténuait. Alors, j'imagine qu'il vaut mieux pour moi que vous ne soyez plus directeur. Et s'il pensa aussi, et que vous soyez mort, James ne le dit pas. Il savait que son père avait un immense respect pour Severus Rogue. Il avait même donné son prénom à Albus. « Ne tentez pas avec moi ce genre de remarques irrespectueuses, Potter, » dit le portrait. Mais il semblait plus fatigué qu'en colère. Au contraire de votre père, vous savez à quel point j'étais dévoué à Albus Dumbledore. Je tenais autant que lui à détruire Voldemort. Votre père croyait alors que toutes les batailles n'appartenaient qu'à lui. Il se montrait stupide et dangereux. Et ne me dites pas que vous n'aviez pas, il y a quelques minutes, exactement le même air. James ne savait pas quoi dire. Il se contenta de soutenir le regard des yeux noirs du portrait avec un front buté. Rogue poussa un long soupir, quelque peu exagéré. « Très bien, faites comme vous l'entendez. Tel père, tel fils. Aucun Potter n'est capable de retenir une leçon de ses erreurs passées. Mais sachez ceci, je vous surveillerai, comme j'ai surveillé votre père autrefois. Et si vos soupçons informulés se trouvent, contre toute attente, fondés, soyez bien assurés que j'œuvrerai dans le même sens que vous. Essayez de ne pas répéter les erreurs de votre père, Potter. Essayez de ne pas laisser les autres payer les conséquences de votre arrogance. » Les derniers mots touchèrent leur cible. James crut que Rogue allait disparaître, après une telle salve, pour garder le dernier mot, mais ce ne fut pas le cas. Il resta dans son cadre, avec le même regard noir et pénétrant, qui devinait tout ce que James pensait. Et pourtant, il n'y avait aucune méchanceté dans ces yeux-là, malgré les mots très durs. « Oui, » finit par marmonner James, « j'essaierai. » C'était une réponse misérable, et il en était conscient. Mais après tout, il n'avait que 11 ans. « James !» dit Neville derrière lui. Il se retourna vers le professeur. « Dis-moi, tu as vraiment passé une nuit intéressante au bord du lac. Je suis très curieux de mieux connaître ces racines tentaculaires qui t'ont attaqué. Peut-être auras-tu le temps de m'en parler davantage. »« Bien sûr, » répondit James, avec la sensation que ses lèvres étaient comme engourdies. Quand il se retourna vers la porte pour suivre Neville, Rogue était toujours dans son cadre, et ses yeux noirs suivirent James jusqu'à ce qu'il quitte la pièce.